peut-être donner des explications supplémentaires. Parce que quelquefois j'ai le sentiment que ça peut dérouter le lecteur. Mais à mon entendement, il y a pas nécessairement en fait de trame argumentative qui s'imbrique. J'ai l'impression que c'est la même trame selon les intuitions, les idées que je soutiens. Je suis parti en fait d'une histoire des États. Et puis après, j'ai embrayé sur une histoire de la genèse des institutions internationales. Mon objectif, c'était que l'on lise le chapitre 2, qui parle de la naissance des monarchies absolues, en relation avec le chapitre 4, où on parle de la guerre, et qu'on lise le chapitre 3 en relation avec le chapitre 5 et 6. Ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il ne faut pas séparer l'échelle internationale de ce qui peut se passer à l'intérieur des États. Généralement, le type de régime qu'on a dans les États aura souvent un impact sur la nature et la qualité des relations internationales. Et j'ai montré qu'aussi longtemps, par exemple, que le modèle étatique a été défendu sous l'angle de la monarchie absolue, au niveau international, on a eu une floraison des thèses, par exemple, du réalisme politique. Ces thèses, par exemple, qui contestaient la possibilité de créer des institutions internationales qui pouvaient s'interposer, par exemple, entre les États pour tenter de régler du mieux qu'elles peuvent leurs différends. Mais en revanche, si vous avez lu ma thèse, j'ai montré que même à l'intérieur des États, il y a eu une évolution. On est parti des monarchies absolues vers des progrès beaucoup plus démocratiques, le soutien des droits, des libertés, etc. Et ce que ça a eu comme impact, ces progrès à l'intérieur des États, c'est le fait que les thèses du réalisme politique ont souvent reculé et on a vu l'émergence des thèses beaucoup plus sensibles aux questions morales, même au niveau international. Par exemple, des auteurs comme Emmanuel Kant, des auteurs comme l'abbé de Saint-Pierre étaient à la fois également des auteurs qui étaient sensibles à la question démocratique. Donc ce que j'ai voulu montrer, c'est que lorsqu'on traite des questions internationales, il ne faut jamais oublier que les régimes appliqués à l'intérieur des États ont souvent un impact. Si dans les États, on a des régimes, par exemple, autocratiques, etc., il y a fort à parier également que les relations internationales, étant donné que ça implique, pour l'instant en tout cas, les gouvernements, seront également des relations chaotiques. Mais en revanche, si on avance vers des questions, par exemple, beaucoup plus démocratiques, on s'intéresse à cet espoir que j'ai présenté ici, c'est-à-dire le renforcement des cultures démocratiques dans les États, il y a espoir que ce développement-là, s'il devient mondial dans plusieurs États, aurait également, par exemple, le mérite de relancer des questions, par exemple, faut-il mettre en place des institutions électives? C'est ce que j'ai voulu montrer. Donc il n'y a pas deux thèses qui s'imbriquent, j'ai simplement voulu montrer qu'il y a en fait un lien entre le niveau interne et puis le niveau international. Et souvent le niveau international reflète beaucoup ce qui se passe au niveau, par exemple, des États. Vous trouvez que David Helm, dans Democracy and the Global Order, tout son travail ne fait pas ça? Exactement ça? Il le fait. Si, je ne sais pas, vous avez été très sensible à ce que j'ai présenté, vous l'avez d'ailleurs dit, lorsqu'on regarde les thèses et les thèses du cosmopolitisme institutionnel, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et en entrée du jeu, je l'ai dit, que j'ai pris ces auteurs justement en conversation parce que c'était des auteurs qui s'approchent davantage, par exemple, des idées, des intuitions qui sont les miennes. Mais en revanche, ce que je reproche, par exemple, à David Held et puis à bien d'autres, c'est le fait que tout en ayant connaissance de ces aspects-là, on vient souvent à poser ce type d'injustice comme étant systémique. Pour moi, une injustice systémique ou une injustice foncière, c'est une injustice qui découle même de l'essence et de la nature des institutions. Par exemple, si vous dites que l'esclavage est une injustice systémique, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est-à-dire que n'importe qui va s'engager dans l'esclavage, qu'il soit animé de bonne volonté ou de mauvaise volonté, adopte une pratique qui, indépendamment des volontés des individus, va susciter une injustice. Or, j'ai le sentiment que présenter les institutions internationales de cette manière-là semble plutôt être fondé sur des affirmations fortes. Mais je suis plutôt d'accord à l'idée que
Dire simplement, par exemple, ça génère des injustices. Mais enlever le mot systémique et foncière. Qu'à l'intérieur de ces institutions, on assiste à des pratiques qui génèrent de l'injustice et il faut lutter à l'intérieur de ces pratiques, de ces institutions, contre ces pratiques. Par exemple, si vous annoncez à un malade qu'il est atteint d'un cancer systémique, j'ai le sentiment que vous lui annoncez deux choses. Premièrement, qu'il est atteint par un mal, le cancer. Mais ce mal est systémique, c'est-à-dire qu'il l'a atteint de façon généralisée et il n'y a plus autre possibilité, si ce n'est en fait son extinction. Mais si on annonce à un malade qu'il est atteint d'un cancer, mais qui n'est pas systémique, on lui donne l'opportunité d'espérer qu'il est atteint d'un mal, mais il y a encore des possibilités de guérison. Qu'à l'intérieur de ces institutions, par exemple, on peut faire en sorte que l'on puisse avancer. Donc, ce que je reproche davantage, et je sais que, par exemple, ils ne seront pas contre ce que je suis en train de dire ici, c'est le fait qu'il y a souvent une insistance sur un certain nombre d'adverbes qui sont très forts. Injustice systémique, injustice foncière, injustice fondamentale. Finalement, j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, il y a comme des nuances qu'il faut apporter. Voilà pourquoi, en fait, je pense plutôt que c'est un type d'injustice de conjoncture liée aux pratiques qui se sont développées à l'intérieur de ces institutions. Mais la nature et les finalités poursuivies par ces institutions ne sont pas nécessairement faites des finalités et une nature qui nous conduisent automatiquement, systémiquement vers un type d'injustice bien précis. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais en tout cas c'est une idée à creuser. Et puis, qu'est-ce que je pense de John Rawls? Sincèrement, lorsqu'il l'a écrit, je sais que beaucoup d'auteurs du cosmopolitisme institutionnel sont tombés sur sa tête et lui ont dit qu'il avait des thèses conservatrices. Mais je crois également que sur ce point-là, je peux par exemple regarder mes notes, mais elles sont loin. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord lorsque, par exemple, Rawls se dit que la pauvreté serait, par exemple, liée au fait que dans ces pays-là, il y a un manque de culture démocratique. J'ai le sentiment que là également, il fait dans des généralités. Comme je l'ai dit ici, dans ces pays, il y a des gens qui luttent pour la démocratie, il y a des gens qui luttent pour les droits. Et dire que dans ces pays, en fait, il n'y a pas en fait, une culture démocratique, il y a un problème. J'ai le sentiment qu'il y a des tendances autocratiques qui sont dominantes, mais il y a également des traditions en fait, démocratiques qui existent, sur lesquelles on peut s'appuyer pour contester, même à l'intérieur de ces pays, les traditions dominantes autocratiques. Et lorsqu'il dit, par exemple, la pauvreté serait due au fait que, si je ne me trompe pas, que ces pays ont une tradition qui est moins industrieuse. Là, je ne suis pas non plus d'accord. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que Rawls a écrit également que la situation des pays pauvres ne doit jamais être détachée de ce que, par exemple, les pays riches peuvent faire. Il donne, par exemple, des exemples où le gouvernement, l'administration américaine, a déstabilisé des gouvernements démocratiques dans les autres pays, par exemple, du monde. Il cite souvent le Chili, il cite l'Iran de Mossadegh. Bref, lorsqu'on met tous ces bouts ensemble, finalement on se dit que même si la thèse sur les aspects endogènes de John Rawls est difficilement acceptable, mais il ne nie pas également qu'il y a des influences externes. Et Thomas Pogge également, par exemple, lui insiste beaucoup sur les aspects externes. Mais il reconnaît également en fait qu'il y a des aspects internes. C'est un débat qui est passionnant, mais ce n'était pas l'objet de ma thèse finalement. C'est la raison pour laquelle je n'y ai pas insisté. Lorsque j'ai évoqué John Rawls, c'est simplement pour le mettre dans une longue tradition de la théorie de paix démocratique. Et c'est comme cela que je l'ai évoqué, c'est-à-dire finalement, ce n'est pas John Rawls, il a fait un travail magnifique, mais je ne pense pas que c'est lui qui ait créé, inventé cette théorie-là. Il s'inscrit plutôt dans une tradition, et je l'ai cité sous la forme contemporaine avec Michael Doyle. À la fin. Donc voilà en fait ce que je pense. Ma thèse à moi personnellement, étant donné que j'insiste sur les pratiques néfastes qui se sont développées au niveau des institutions internationales, je reconnais une convergence à la fois des aspects internes et des aspects en fait
externe. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ça me semble être un débat où finalement c'est un peu clos.